Bonjour et bienvenue dans la suite du cours d'introduction à la philosophie. Donc aujourd'hui on va reprendre le thème de l'absurde et on va essayer de le finir. Je ne pense pas d'arriver jusqu'au début du thème de l'amour, donc ce sera sûrement pour la semaine prochaine, mais on sait, je vais voir. Alors, avant de commencer, de reprendre le cours, quelques détails sur l'évaluation du cours, qui est un sujet qui je pense vous intéresse. Donc le format initialement prévu pour la validation du cours est conservé, même s'il se fera à distance, c'est-à-dire un oral de 15 minutes sur une question que vous choisirez parmi un lot de questions qui sera tiré au hasard. Voilà, donc vous aurez un certain nombre de questions qui vous sera assigné au hasard et vous devrez en traiter une en maximum 15 minutes. Bon, il n'y aura pas vraiment de temps de préparation par contre. Normalement, vous laissez préparer dans un coin avant de présenter l'oral, mais comme il n'est pas possible de vous surveiller par caméra pendant que vous préparez, pendant qu'on fait passer les oraux des autres, dans ce cas-là, on vous laissera juste quelques minutes de préparation au début de l'oral, tout en étant avec vous. Mais donc nos standards seront réévalués en fonction parce qu'on comprend que c'est pas forcément très facile. Alors justement, en parlant de ça, donc je suppose que vous allez sûrement déjà commencer ou bientôt commencer des révisions du cours et vous allez vous demander peut-être ce qu'il va y avoir comme type de questions. Alors voilà, je vais prendre les cours qu'on a fait dans l'année un par un et puis je vais vous donner un exemple du type de questions qui pourrait être lié à chaque cours. Ça ne veut pas dire que c'est la liste des questions entières qui sera posée, c'est pas une exhaustif. Ça ne veut pas forcément dire que ces questions feront partie du lot final, c'est toujours quelque chose qui est en élaboration, mais c'est pour vous donner un exemple de comment vous pouvez reprendre les cours de cette année tout en travaillant en réfléchissant à la façon dont vous pourriez intégrer leur matière dans le type de questions qu'on pourrait vous poser. Donc par exemple, si on reprend les cours du premier semestre, on avait commencé par le cours d'introduction avec Aristote sur qu'est-ce que la philosophie, et donc une question qu'on pourrait vous poser, c'est justement qu'est-ce que la philosophie. Donc vous pouvez reprendre ce cours en vous disant voilà comment brièvement je discuterai la question qu'est-ce que la philosophie. Ensuite, on avait le cours sur l'épicurisme, et alors l'épicurisme, vous pouvez travailler le cours sous l'angle de deux questions. Une première question, c'est est-ce que le plaisir est la seule chose qui est bonne, qui est la thèse hédoniste, et une autre question que vous pouvez poser à partir du cours, c'est est-ce que la mort est un mal en soi? En quel sens la mort est un mal, par exemple? C'est une question qu'on a beaucoup abordée dans le cours. Si vous reprenez le cours sur Platon, alors il est évident que là, la question c'était celle du désir, donc vous pourrez avoir une question du genre être heureux, est-ce avoir ce qu'on veut? Donc là, il y a plein de matières pour discuter cette question dans le cours. Si vous prenez le cours sur le stoïcisme, alors deux questions qui pourraient être traitées en lien avec le cours, c'est faut-il vivre selon la nature? Donc ce qui nécessite de discuter qu'est-ce que c'est que vivre selon la nature, quelque chose qu'on peut aborder du point de vue du stoïcisme, mais vous pouvez aussi mêler des choses qui étaient dans le cours sur Rousseau, bien sûr. Donc il n'y a pas d'interdiction de mêler les cours. Vous pouvez même rajouter des connaissances qui n'appartiennent pas aux cours de base. Si vous avez appris d'autres choses dans les autres cours de philosophie cette année ou dans des cours de lettres, d'histoire qui vous semblent pertinents, vous pouvez très bien amener cette matière pendant votre présentation orale. Donc voilà, le cours sur le stoïcisme, c'est la question de vivre selon la nature. Il y aura aussi la question de être heureux et être vertueux. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la vertu et le bonheur sont la même chose? C'est quelque chose qui peut être traité à partir des stoïciens, mais aussi du cours sur Kant, qui traite aussi cette question. Ensuite, le cours sur Pascal, qui était assez gros en fait, peut lui aussi donner lieu à un certain nombre de questions. Donc comme il y avait une grande partie du cours qui était consacrée aux questions du scepticisme ou du fondationalisme en connaissance, il y aura sûrement des questions sur peut-on savoir quelque chose ou peut-on douter de tout, donc toute la partie sur Pyrrhon versus Descartes, Montaigne, Pascal, etc. Sûrement une question sur le divertissement, pourquoi avons-nous besoin de nous divertir, qui est quelque chose qui peut être aussi traité à partir du cours sur Pascal. Donc ensuite vous avez le cours sur Voltaire et Rousseau, donc là on retrouve des questions sur qu'est-ce que vivre selon la nature, faut-il vivre selon la nature, des questions aussi sur est-ce que les inégalités peuvent être justifiées, quelles inégalités sont justifiées, qui est le thème du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité qu'on a étudié un peu en détail. Ensuite, les cours sur Hume et Kant amènent des questions liées à la causalité, qui est un thème qu'on a beaucoup traité. Donc qu'est-ce que c'est qu'être une cause? Qu'est-ce que la causalité? Ce sont des choses qui pourront être demandées en lien avec ces cours-là. Toujours en lien avec Kant et les débats sur Hume, il peut y avoir des questions sur l'expérience peut-elle être complètement pure? Ou est-ce que finalement c'est toujours à travers des catégories?
Le cours sur Schopenhauer, puis le cours sur Nietzsche introduisent des questions aussi sur faut-il être pessimiste, comment combattre le pessimiste, ou qu'est-ce que le nihilisme, par exemple. Donc des choses comme ça. Ensuite, si on passe au cours sur l'existentialisme, alors là, je ne vais pas vous poser, vous inquiétez pas, je ne vous poserai pas des questions du genre qu'est-ce que le néant, en m'attendant à ce que vous fassiez la synthèse de ce que Sartre dit sur le sujet, parce que c'est un petit peu difficile. Mais on peut avoir des cours, on peut avoir des questions en lien aussi avec la séance sur la liberté, sur en quel sens l'homme est-il libre, voilà, par exemple, ou alors on peut avoir des questions sur des notions comme qu'est-ce qu'être sérieux, dont on va reparler aujourd'hui dans cette séance. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une bonne idée un peu du genre de questions on va vous poser et de la façon dont en fait vous pouvez retravailler les cours à la lumière des exemples que j'ai donnés pour commencer à préparer cet oral. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous pouvez y arriver. On ne vous demande pas non plus de faire un cours de 15 minutes parfait. Il faut juste que vous arriviez à réfléchir à la question et à voir les différentes réponses qu'on peut y apporter, les arguments d'un dans un sens ou dans l'autre. Autre chose à discuter, il y a la séance sur la liberté. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, la séance sur la liberté, j'avais remplacé Laurent Chedali un peu à la dernière minute, donc je n'avais pas préparé de slide. On m'a demandé si je mettrais les slides qui correspondent au cours. Je ne pense pas que j'aurai le temps de refaire des slides pour un cours que je n'ai pas donné. Ce que j'ai fait, c'est que dans le document, dans le dossier qui porte sur le cours sur la liberté à l'intérieur, j'ai mis un article d'un livre que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Mais bon, c'est pas une question qui est très récente, et je pense que si vous lisez juste le chapitre, vous avez une bonne idée de ce que j'aurais mis dans le cours si j'avais fait des slides. C'est à peu près les mêmes choses, et ça fait un bon résumé, vu qu'à la base, c'est un résumé qui était prévu pour un public pas du tout spécialiste. Donc comme cours d'introduction, ça devrait suffire. Bon, et puis, je vais partir du principe que j'écris pas horriblement mal, et que donc ça devrait aller. Mais bon, ça... Voilà, donc je pense que c'est tout bon pour ces questions-là. N'hésitez pas à me poser d'autres questions par mail ou à la séance Zoom de ce mercredi. Et ensuite, on rentre dans le cours sur l'absurde. Donc on avait quitté le cours sur l'absurde avec Camus, qui était notre premier auteur. On n'avait pas du tout fini de parler de Camus, et je vais encore en parler un petit moment. Et la question que se posait Camus, c'était de savoir est-ce que le fait que le monde soit absurde veut dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Est-ce que si on conclut que le monde est absurde, comme le conclut Camus, il faut en déduire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et donc il faut avoir recours au suicide. Donc on avait vu que Camus distinguait deux formes de suicide, le suicide physique, qui est juste l'élimination de ma personne, et le suicide philosophique, qui consistait en fait à abandonner les exigences de rationalité. Donc je rappelle, l'absurde, c'est ce qui émerge d'après Camus, dans la confrontation de l'homme et du monde, l'homme ayant en lui une exigence innée de rationalité, de faire sens du monde, et le monde étant en face de lui comme quelque chose qui ne peut pas satisfaire cette exigence, qui n'est pas complètement rationnel, qui ne se laisse pas ramener aux catégories entières de la raison, que ce soit de la raison théorique ou de la raison pratique. D'où l'absurde surgit, et une solution envisageable à la tension qui est créée entre cette exigence de rationalité et la rationalité ou l'irrationalité du monde, c'est juste d'abandonner la rationalité. C'est donc pour Camus, c'est ce que fait la philosophie existentialiste en général, Kierkegaard, ou des auteurs comme Dostoïevski, Kafka, et j'ai oublié cet autre auteur russe qui n'est pas Dostoïevski. Bref, donc voilà. Donc ce que dit Camus, c'est qu'une solution, c'est d'abandonner l'exigence de rationalité, mais ça c'est le suicide philosophique, puisque l'homme par là abandonne ce qui fait même sa nature, c'est l'exigence rationnelle. Alors, si on ne peut pas recourir à l'abandon de l'exigence rationnelle en se réfugiant dans un absolu ou dans Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire face à l'absurde ? La seule réponse possible, la seule réponse vraiment humaine par rapport à l'absurde pour Camus, c'est d'être lucide face au fait que le monde est absurde. Puisque le cœur de l'être humain, c'est la raison, et que la raison nous dit que le monde ne se laisse pas réduire à la raison, qu'il est absurde, il faut accepter et ne pas chercher à se voiler ou à se cacher l'absurdité du monde. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est après avoir accepté, en restant lucide, le fait que l'absurde ne sera pas résorbé, il faut prendre plaisir dans la grandeur qu'il y a à lutter contre l'absurde, à ne pas se laisser écraser par lui.
Donc voilà, ce sont les deux éléments, la lucidité et le plaisir de la lutte. Donc voilà ce qu'écrit Camus. Je puis aborder maintenant la notion de suicide. Donc après tous les éclaircissements qu'il a donnés sur ce qu'était l'absurde, sur le sentiment d'absurde, il peut aborder la réponse à la question qu'il avait discutée, plus ou moins, la question qu'il avait posée au début du livre, faut-il se suicider en réaction à l'absurde. Alors, on a senti déjà quelle solution il est possible de lui donner. À ce point, le problème est inversé. Il s'agissait précédemment de savoir si la vie devait avoir un sens pour être vécue. Il apparaît ici au contraire qu'elle sera d'autant mieux vécue qu'elle n'aura pas de sens. Alors voilà, là c'est le retournement, c'est-à-dire que en fait, la vie méritera d'autant plus d'être vécue qu'elle n'a pas de sens, malgré ce qu'on pouvait penser a priori, qui était que si elle n'avait pas de sens, alors elle ne méritait pas d'être vécue. Vivre une expérience, un destin, c'est l'accepter pleinement. Or, on ne vivra pas ce destin le sachant absurde si on ne fait pas tout pour maintenir devant soi cet absurde mis à jour par la conscience. Nier l'un des termes de l'opposition, c'est-à-dire le monde et l'homme dont il vit, c'est lui échapper. Abolir la révolte consciente, c'est éluder le problème. Le thème de la révolution permanente se transporte ainsi dans l'expérience individuelle. Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. Au contraire d'Eurydice, l'absurde ne meurt que lorsqu'on s'en détourne. L'une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est ainsi la révolte. Autrement dit, ce que dit Camus, c'est que dans la mesure où l'absurde, c'est un rapport de l'homme au monde, la seule façon de ne pas se cacher la condition humaine, qui est la condition de l'absurde, c'est de toujours garder en tête que le monde est absurde, garder en face de lui ce monde qui ne se laisse pas réduire à la rationalité. Toute autre forme de vie, ou de suicide, consiste en fait à éluder le problème, à se cacher le problème, et c'est-à-dire que, comme le problème est la nature même du rapport de l'autre monde, tout autre type de vie consiste en fait à ne pas vraiment vivre la vie qui est la nôtre, puisque notre vie c'est celle d'un rapport absurde au monde. Donc, en cherchant à cacher l'absurde, on ne vit pas pleinement notre vie, on s'en détourne, on se la cache en partie. Donc vivre vraiment sa vie telle qu'elle est, c'est accepter de considérer que le monde est absurde, accepter l'idée de l'absurde. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter au plan intellectuel, on doit accepter l'idée que le monde est absurde. On ne doit pas essayer de se réfugier dans des idées comme Dieu, qui donnerait un sens et qui occulterait le problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille accepter au sens pratique, au sens qu'il faille se résigner devant l'absurde. Non, il va falloir se révolter contre l'absurde, chercher à vivre malgré l'absurdité. Et c'est ça que Camus appelle la révolte. Et pour lui, cette révolte donne son prix à la vie. Étendue sur toute la longueur d'une existence, elle lui restitue sa grandeur. Pour un homme sans œillère, il n'est pas de plus beau spectacle que celui de l'intelligence aux prises avec une réalité qui le dépasse. Donc là encore, l'intelligence aux prises avec une réalité qui le dépasse, c'est le rapport absurde. Mais dans ce rapport, dans la mesure où l'homme qui est confronté à l'absurde ne cherche pas à se cacher l'absurde, ne cherche pas à occulter l'absurde, à chercher une solution de facilité, alors il y a quelque chose de grand, parce que c'est le spectacle de l'homme qui lutte avec une force qui le dépasse, qui est ce monde irrationnel, et ça a une certaine beauté, une certaine grandeur pour Camus. Donc il y a une sorte de jugement un peu esthétique moral, qui vient donner une valeur à la vie. Dans sa lutte contre ce monde irrationnel, dans sa prise avec l'absurde, l'homme devient grand, devient beau. Le spectacle de l'orgueil humain est inégalable. Toutes les dépréciations n'y feront rien. Cette discipline que l'esprit se dicte à lui-même, cette volonté forgée de toutes pièces, ce face-à-face ont quelque chose de puissant et de singulier. Appauvrir cette réalité dont l'inhumanité fait la grandeur de l'homme, c'est du même coup l'appauvrir lui-même. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est implicite plus ou moins, c'est qu'ici, Camus pose une nouvelle échelle de valeurs. Et qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est grand, quelle est la valeur à partir duquel Camus va évaluer les différents types de choix de vie, choix de réaction face à l'absurde. C'est que le plus beau spectacle, celui qui a vraiment une valeur morale, esthétique, on ne sait pas vraiment, c'est celui de l'homme, de l'orgueil humain qui décide de se battre malgré tout contre un monde qui ne lui est pas amical, qui ne se laisse pas réduire à ses catégories intellectuelles. Et donc, la bonne vie, c'est celle dans laquelle cette révolte contre le monde est incarnée, et les vies qui cherchent à échapper à cette révolte, par exemple en se réfugiant dans la religion, ou en mettant fin à ses jours pour ne pas avoir lutté, elles sont du coup moins bonnes, moins belles, parce que c'est là où il y a le courage de l'homme, d'un côté il y a le courage de l'homme face au monde, de l'autre côté il y a la lâcheté sous différentes formes. Je comprends alors pourquoi les doctrines qui m'expliquent tout m'affaiblissent en même temps. Elles me déchargent du poids de ma propre vie, et il faut bien pourtant que je le porte seul. À ce tournant, je ne puis concevoir qu'une métaphysique sceptique aille s'allier à une morale du renoncement. Donc c'est-à-dire que
Dans la mesure où la métaphysique cherche à nous expliquer tout le monde, elle le réduit à des catégories rationnelles, elle nie l'absurde, et donc elle empêche la révolte, ce combat de l'homme contre le monde. A l'inverse, une métaphysique qui est sceptique, qui considère que le monde ne laisse pas réduire à nos catégories intellectuelles, cette métaphysique-là, elle porte la vie absurde, la vie de révolte, et elle est le contraire du renoncement. Conscience et révolte, ces refus sont le contraire du renoncement. Tout ce qu'il y a d'irréductible et de passionné dans un cœur humain les anime au contraire de sa vie. Il s'agit de mourir irréconcilié et non pas de plein gré. Le suicide est une méconnaissance. L'homme absurde ne peut que tout épuiser et s'épuiser. L'absurde est sa tension la plus extrême, celle qu'il maintient constamment d'un effort solitaire, car il sait que dans cette conscience et dans cette révolte au jour le jour, il témoigne de sa seule vérité qui est le défi. Ceci est une première conséquence. Donc j'espère que vous comprenez à peu près quelle est la bonne réaction à l'absurde selon Camus. C'est celle de la révolte, c'est celle de la grandeur de l'homme qui décide, même si le monde est absurde, de continuer à lutter contre cette absurdité, de ne pas s'y résigner, et de vivre quand même, et de vivre le plus pleinement possible. Parce que, donc là je ne vais pas entrer dans les détails du reste de l'ouvrage, mais pour Camus, il n'est pas du tout question de sacrifier sa vie à des causes. Il faut vivre le plus possible, vivre le plus de vie possible, même à l'intérieur de la vie. C'est pour ça que le comédien, par exemple, est une figure de l'homme qui lutte contre l'absurde pour Camus dans ce livre. Donc il faut, contre l'absurde, lutter contre l'absurde tout en vivant le plus possible. Alors maintenant on arrive quand même à Sisyphe, parce que ça s'appelle le mythe de Sisyphe, et la dernière section de l'ouvrage, c'est celle où apparaît Sisyphe, c'est-à-dire qu'il apparaît dans les 5 dernières pages de l'ouvrage, et c'est une métaphore de la façon dont, selon Camus, il faut réagir à l'absurde. Donc je lis juste quelques extraits de cette séquence. Donc Sisyphe, comme on l'a vu aussi dans le cours sur la philosophie analytique, c'est vraiment en général en philosophie l'image même de l'homme qui est dans la condition absurde, dont la vie n'a pas de sens non plus, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tâche qui est pénible, rouler un rocher, qui ne sert à rien, parce qu'amener un rocher au milieu d'une montagne, en haut d'une montagne, c'est pas vraiment passionnant, ça n'a pas l'air de faire grand-chose, et en plus il est condamné à le refaire sans cesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à sa condition. Donc voilà, c'est le paradigme de la vie absurde, c'est Sisyphe. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelques raisons qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. On a compris déjà que Sisyphe est le héros absurde. Il l'est autant par ses passions que par son tourment. Son mépris des dieux, sa haine de la mort et sa passion pour la vie lui ont valu ce supplice indicible où tout l'être s'emploie à ne rien achever. C'est le prix qu'il faut payer pour les passions de cette terre. On ne nous dit rien sur Sisyphe aux enfers, les mythes sont faits pour que l'imagination les anime. Pour celui-ci, on voit seulement tout l'effort d'un corps tendu pour soulever l'énorme pierre, la rouler et l'aider à gravir une pente 100 fois recommencée. On voit le visage crispé, la joue collée contre la pierre, le secours d'une épaule qui reçoit la masse couverte de glaise, d'un pied qui la cale, la reprise à bout de bras, la sûreté toute humaine de deux mains pleines de terre. Tout au bout de ce long effort mesuré par l'espace sans ciel et le temps sans profondeur, le but est atteint. Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur d'où il faudra la remonter vers les sommets. Il redescend dans la plaine. Donc voilà, c'est la vie de Sisyphe, c'est cette vie d'effort perpétuelle où à chaque fois qu'une petite victoire est obtenue, il faut quand même tout recommencer dès le début. Donc là, Sisyphe redescend. Et là, ce que dit Camus, c'est pendant ce retour, cette pause que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui peine si près des pierres est déjà Pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. C'est-à-dire que pendant qu'il descend la pente, pendant son chemin où il va récupérer son rocher pour le remonter, c'est à ce moment-là que Sisyphe réfléchit et prend conscience de sa condition et du fait qu'elle est absurde. En fait, comme à peu près chacun d'entre nous, selon Camus. À chacun de ces instants où il quitte les sommets et s'enfonce peu à peu vers les tanières des dieux, il est supérieur à son destin, il est plus fort que son rocher. Pourquoi? Parce qu'il est lucide, parce qu'il est conscient que sa vie est absurde. Il n'a pas juste une vie absurde, il est conscient que sa vie est absurde. Il a la lucidité. Si ce mythe est tragique, c'est que son héros est conscient. Où serait en effet sa peine si à chaque pas l'espoir de réussir le soutenait? L'ouvrier d'aujourd'hui travaille tous les jours de sa vie aux mêmes tâches. Donc voilà, l'idée c'est que la vie de l'ouvrier, pour Camus, c'est un peu comme celle de Sisyphe. Tous les jours, il va au travail, il recommence son travail, et le lendemain, ce sera pareil. Et ce destin n'est pas moins absurde, mais il n'est tragique qu'au rare moment où il devient conscient. Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l'étendue de sa misérable condition. C'est à elle qu'il pense pendant sa descente. La clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. Donc voilà, c'est l'idée que,
À partir du moment où Sisyphe est assez clairvoyant et assez lucide pour comprendre que sa vie est absurde, du coup il triomphe sur l'absurdité. Pas que l'absurdité disparaisse, elle est toujours là. C'est un combat permanent. C'est pour ça que Sisyphe est une bonne image, hein. Il faut toujours repousser la pierre. Mais par sa lucidité, selon Camus, il est plus fort. Il prend son destin en main. C'est son destin lui imposé, mais ça devient son destin parce qu'il en prend conscience. Il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur. Et quoi par des voies si étroites? Mais il n'y a qu'un monde. Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L'erreur serait de dire que le bonheur naît forcément de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l'absurde naisse du bonheur. Je juge que tout est bien, dit Oedipe, et cette parole est sacrée. Elle retentit dans l'univers farouche et limité de l'homme. Elle enseigne que tout n'a pas été épuisé. Elle chasse de ce monde un dieu qui était entré avec l'insatisfaction et le goût des douleurs inutiles. Elle fait du destin une affaire d'homme qui doit être réglée entre les hommes. Donc là, une des choses que dit Camus dans ce passage, c'est que dans la mesure où la prise de conscience de l'absurde la prise de conscience lucide de l'absurde nous amène à évacuer un dieu bienveillant, rationnel de l'univers, eh ben, elle nous fait prendre conscience que notre vie, c'est notre vie. C'est-à-dire que c'est à nous de prendre notre destin en main. C'est aux hommes de forger le destin des hommes. Il n'y a pas à se laisser aller à une providence. Non, c'est à nous de forger notre propre destin. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, c'est-à-dire il n'y a plus de Dieu, plus d'idole, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Donc là, c'est tout le dialogue de la terre versus les cieux. C'est-à-dire que dans la prise de conscience de l'absurde, on fait taire tous les idéaux, toutes les idoles, tous les dieux auxquels l'homme pourrait vouloir se soumettre. La prise de conscience de l'absurde, c'est aussi la prise de conscience qu'il n'y a qu'une seule terre, et qu'une seule vie, qu'un seul destin, et c'est à nous de le forger. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'éveillent. Appel inconscient et secret, invitation de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin. Créée par lui, unie sous le regard de sa mémoire, et bientôt scellée par sa mort. Donc là, l'idée est toujours que notre vie est absurde, dans le sens où il n'y a pas de but ultime vers lequel tendent toutes nos actions. Le but ultime, c'est la mort, hein, toujours pour Camus. Mais l'homme peut donner une certaine unité à toutes ces actions disparates qui constatent sa vie, qui composent sa vie, parce que quand il a pris conscience de l'absurde, il a pris conscience que c'est à lui de donner un sens à sa vie. Dans le sens, c'est à lui de vivre sa vie comme il l'entend, et de lui donner une certaine unité, ou de donner une certaine tonalité. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche, le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau, mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc ça, c'est la dernière phrase célèbre du livre. Et vous voyez que ce qui vient donner une tonalité positive, ce qui vient donner un sens à la vie de Sisyphe dans un monde absurde, c'est le fait qu'il ait décidé à lutter contre l'absurdité, contre ce monde hostile et absurde. C'est-à-dire, c'est la lutte elle-même, la beauté de la lutte elle-même qui remplit le cœur des hommes et leur fournit un certain bonheur. Donc voilà pour le mythe de Sisyphe. Donc le mythe de Sisyphe et l'étranger font partie de ce que Camus appelle lui-même dans son œuvre le cycle de l'absurde. L'étranger, c'est le roman où le narrateur est vraiment une personne qui est aliénée, étrangère au monde, pour qui le monde est complètement absurde, pour lequel aussi rien n'a d'importance. Et donc le mythe de Sisyphe essaye en fait de dépasser ça en proposant la révolte comme idéal. Mais les conclusions du mythe de Sisyphe ouvrent vers un autre cycle, c'est le cycle de la révolte. Donc le cycle suivant dans l'œuvre de Camus, selon Camus lui-même, c'est le cycle de la révolte, et on voit bien que le thème de la révolte est déjà introduit dans le mythe de Sisyphe. Et donc les deux grandes œuvres du cycle de la révolte qui suivent, c'est L'homme révolté, qui est aussi un essai, mais beaucoup plus massif que le mythe de Sisyphe, assez gros, dans lequel Camus discute plein de philosophes différents, et aussi plein d'auteurs littéraires.
Et le roman, c'est la peste. Alors déjà, je parle vite fait de l'homme révolté, hein, et l'homme révolté s'ouvre aussi sur une question tout aussi gaie que celle du mythe de Sisyphe. Donc le mythe de Sisyphe s'ouvrait sur la question du suicide, et l'homme révolté s'ouvre sur la question du meurtre. C'est-à-dire, le meurtre est-il permis? Peut-on tuer quelqu'un d'autre? Et surtout, si Camus pose cette question, c'est parce qu'on est dans le cadre de la montée, par exemple, du communisme et de la violence politique. C'est-à-dire, et la question que se pose Camus, c'est celle de savoir, est-ce qu'on a le droit de tuer d'autres êtres humains au nom d'une cause, au nom du parti, au nom de la dictature du prolétariat, mais aussi au nom, je sais pas, de la pureté raciale du Reich ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut justifier la mise à mort d'autrui par la défense d'une cause? Sachant que Camus a écrit contre la peine de mort, hein, vous pouvez vous douter d'où ça vient. Et là, donc, la réponse de Camus est négative, c'est que dans un monde absurde, et c'est simple, parce que dans un monde absurde, rien n'a de valeur, vous vous rappelez, à part la lutte elle-même. Mais je veux dire, il n'y a pas toutes ces idoles, il n'y a pas tous ces dieux. En soi, rien n'a d'importance. Du coup, les causes en elles-mêmes doivent être quand même prises avec un grain de sel. Hein. La justice, la dictature du prolétariat, l'égalité pour tous, tout ça sont des choses, des idoles. Par contre, ce qui a une valeur, c'est la vie humaine, parce qu'on a vu que ce qui avait une valeur dans un monde absurde, c'était la révolte. La révolte elle-même est belle, elle est grande, mais l'une des conditions de la révolte, c'est la vie humaine. Parce que qu'est-ce qui se révolte? C'est les humains. Donc si la révolte a une valeur, alors la vie humaine doit en avoir une aussi. Et ça, elle a une valeur qui revêt plus de valeur que les causes abstraites, à partir desquelles certaines personnes pourraient vouloir justifier leur action et le meurtre d'autres personnes. C'est pourquoi Camus reste un défendeur acharné du fait que la vie humaine est un peu la base de toute action. À part dans des conditions très spécifiques, il n'y a rien qui puisse venir justifier le fait de prendre la vie d'un autre être humain. Aucune cause ne peut le justifier. Et c'est en partie ces propos-là qui vont amener sa scission avec Sartre et d'autres intellectuels parisiens qui, eux, acceptent dans une certaine mesure l'idée selon laquelle il puisse être parfois nécessaire et justifiable de tuer certains hommes pour parvenir à de plus grandes causes, pour défendre de plus grandes causes. Pour Camus, c'est juste pas possible. De plus, un thème qui est introduit dans l'homme révolté, dont je vais parler un peu ici, c'est que la révolte, en fait, crée de facto une communauté entre les individus. Parce que la révolte, elle part d'une situation qui est commune à tous les hommes, qui est la situation de l'absurde. Et du coup, dans la mesure où moi, quand j'entre dans la révolte, j'entre en révolte contre l'absurde, je suis aussi révolté par l'absurde dans la vie des autres. Et donc, l'absurde et la révolte, elles créent de facto une communauté entre les individus. Nous sommes tous des êtres humains dans la même situation, qui est la situation de l'absurde. Et il y a donc une sorte de solidarité fondamentale qui permet de fonder pour Camus une sorte de communauté et donc une éthique. Et ça, en fait, cette solidarité fondamentale des hommes face à l'absurde, c'est le thème du roman qui s'appelle La peste. Et maintenant, pour finir le cours, on passe à une autre vision de l'absurde qui est défendue par Thomas Nagel, qui est un philosophe américain dans la tradition analytique, qui est donc toujours vivant. Nagel, c'est d'abord un philosophe moral, mais il est très connu pour son article sur lequel vous tomberez forcément au cours de vos études, qui est What is it like to be a bat? Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? Il a écrit d'autres ouvrages influents comme The View from Nowhere. L'article sur l'absurde est tiré d'une collection d'essais que je vous recommande. Elle a été traduite en français, mais sûrement dans une collection qui coûte très cher. Mais bon, si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, c'est vraiment un bon ouvrage qui s'appelle Mortal Questions, questions mortelles en français, qui est un ensemble de textes assez courts sur des questions très diverses. Et donc, un des textes porte sur l'absurde. Donc Nagel a écrit, oui, pas mal d'autres ouvrages. Il a écrit des choses bien, il a écrit des choses beaucoup moins bien. Hein. Son dernier bouquin qui s'appelle Mind and Cosmos et qui vient d'être traduit en français sur l'esprit et le cosmos, c'est un livre entier sur le fait que la théorie darwinienne et la vision darwinienne du monde doit être fausse. Et alors, je suis peut-être partial, mais moi j'ai envie de me manger un bras dès que je lis une page de ce bouquin. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, voilà. Mais là, on va se concentrer du coup sur l'article sur l'absurde, qui est vraiment un classique du domaine et qui est, à mon avis, très très bon. Donc l'article de Nagel sur l'absurde, elle s'ouvre sur un double constat qui est intéressant, c'est que d'après lui, presque tout le monde sent à l'occasion que la vie est absurde. C'est une sorte de... c'est pas une expérience exceptionnelle, c'est une expérience qui arrive régulièrement dans la vie, la plupart des gens l'ont ressenti. Donc ça, on peut se poser la question de savoir si c'est vrai. Alors là, j'ai un de mes doctorants qui a lancé une étude dans laquelle il demande aux gens de raconter une occasion dans leur vie où ils ont eu le sentiment que la vie n'avait pas de sens. Alors c'est pas exactement comme absurde, et la plupart des gens rapportent que oui, hein, en plus. Donc on pourrait imaginer par extension que l'absurde est effectivement quelque chose qui est vécu par la plupart des gens et pas uniquement par les personnes qui font des études de philosophie.
Donc voilà, presque tout le monde sent à l'occasion que la vie est absurde, mais, selon Nagel, les arguments qui sont mis en avant pour démontrer que la vie est absurde sont pour la plupart non concluants. C'est-à-dire qu'il y a une expérience universelle, enfin quasi universelle, mais on ne peut pas justifier cette expérience sur la base des arguments. En tout cas, les arguments qui sont avancés sont non concluants. Mais ce que va faire Nagel, c'est pas qu'il va rejeter ces arguments comme sans intérêt. Non, il va dire ces arguments ne sont pas des bons arguments, mais ils constituent une forme d'expression du sentiment de l'absurde. Donc c'est en étudiant ces arguments qu'on va essayer de mieux comprendre ce qu'est l'absurde. Donc là, même si Nagel n'est pas quelqu'un qui appartient au mouvement du cercle de Vienne, on retrouve un peu cette idée carnapienne sur laquelle la métaphysique et la philosophie, même mauvaises, peuvent être considérées comme une forme d'expression quand on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Il faut donc deux choses, il faut expliquer pourquoi ces arguments sont non concluants, et il faut chercher à comprendre ce qu'ils cherchent à exprimer. Alors, le premier argument qu'analyse Nagel, c'est le suivant, c'est que la vie est absurde parce que rien de ce qu'on fait n'aura d'importance dans 1 million d'années. Alors, pourquoi est-ce que c'est un mauvais argument selon Nagel? Parce que par le même argument, on peut conclure que cela importe peu dans 1 million d'années. Voilà. L'idée, c'est que quand on fait l'expérience que la vie est absurde, ça paraît une révélation importante. Ok. Mais le fait que quelque chose n'a pas d'importance dans 1 million d'années, lui-même n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, parce que, voilà, si je fais A à ce moment-là, et qu'on dit oui, mais en fait, A n'a pas de sens, A n'est pas très important, parce que A n'importera pas dans 1 million d'années, on pourra dire oui, mais si on se met dans 2 millions d'années, le fait que A n'importe pas dans 1 million d'années n'importe pas dans 2 millions d'années. On peut faire une sorte de récursivité comme ça. Et donc finalement, c'est pas très important que ce qu'on fait maintenant n'ait pas d'importance dans 1 million d'années. Or, il semble que quand on découvre l'absurde, c'est une expérience qui dit quelque chose d'important. Voilà. Voilà ce que dit Nagel. Cela n'importe aucunement maintenant que dans 1 million d'années, rien de ce que nous faisons maintenant n'importera. En outre, même si ce que nous faisons maintenant devait importer dans 1 million d'années, en quoi cela pourrait-il empêcher nos préoccupations actuelles d'être absurdes? Deuxième réponse que fait Nagel à cet argument, c'est qu'il y a une sorte de pétition de principe. Pour conclure que quelque chose n'aura pas d'importance dans 1 million d'années, il faut déjà conclure que cela n'aura pas d'importance maintenant. Effectivement, si je fais quelque chose maintenant, qu'est-ce qui me dit que ça n'est pas important que si je me place 1 million d'années plus tard et que je regarde ce que je fais maintenant, ça n'a pas d'importance? Est-ce que je postule pas déjà que ça n'a juste pas déjà d'importance? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre 1 million d'années en arrière? Que dans 1 million d'années importe ce que nous faisons maintenant ne pourrait faire de différence cruciale que si son importance dans 1 million d'années dépendait de son importance tout court. Ce que veut dire Nagel, c'est, on pourrait dire qu'il y a un sens, on pourrait dire que dans 1 million d'années, ce que je fais maintenant n'aura pas vraiment de répercussions. Ou personne ne se souciera dans 1 million d'années, s'il reste des gens, de ce que je fais maintenant. Mais ça, c'est l'importance relative, l'importance donnée par des gens. L'importance absolue de la chose elle-même, elle ne dépend pas du temps. Donc si de ce point de vue objectif, quelque chose n'est pas important dans 1 million d'années, c'est qu'il ne doit pas être important déjà maintenant. Nier que tout ce qui peut arriver maintenant importera dans 1 million d'années, c'est faire une pétition de principe quant à son importance tout court. Car en ce sens, on ne peut pas savoir que cela n'importera pas dans 1 million d'années que quelqu'un soit maintenant heureux ou misérable, sans savoir que cela n'importe pas tout court. Donc là, c'est un peu compliqué. Ce qu'essaye de dire Nagel, c'est que l'importance d'un acte, de quelque chose, ne dépend pas de s'il y a des gens pour penser que c'est important. C'est une propriété objective de la chose, être importante ou pas. Et donc cette importance, elle existe il y a 1 million d'années, que ce soit dans 1 million d'années ou maintenant, elle existe. Donc pour dire que quelque chose n'aura pas d'importance dans 1 million d'années, il faudrait déjà pouvoir dire que la chose n'est pas importante maintenant, qu'elle n'a pas d'importance objective. Et ça, on n'en sait rien en fait, c'est ce qu'on cherche à prouver. Deuxième argument auquel s'attaque Nagel, c'est l'idée selon laquelle nous ne sommes rien à l'échelle de l'univers. Donc voici l'argument. Ce que nous disons pour faire sentir l'absurdité de nos vies a souvent à voir avec l'espace ou le temps. Donc là, vous vous rappelez par exemple le cours sur Pascal. Pascal avait beaucoup de descriptions sur le fait que nous sommes un milieu, que nous sommes un point au milieu de rien. Il y a l'infiniment petit d'un côté, l'infiniment grand de l'autre. Donc c'est un peu cette idée-là. Nous sommes de minuscules taches dans l'immensité infinie de l'univers. Nos vies sont de simples instants, même à l'échelle du temps géologique, sans parler du temps cosmique. Nous pouvons tous mourir dans la minute qui suit. Donc voilà, nous sommes tout petits face à la grandeur de l'histoire et à la grandeur du temps et de l'espace. Nous ne sommes rien comparé au tout de l'univers et au tout du temps. Mais est-ce que ça prouve que la vie est absurde? Alors, premier argument de Nagel, c'est
Est-ce que la petitesse de notre vie prouve qu'elle est absurde? Probablement pas, selon lui. Parce que si notre vie, maintenant, alors qu'elle est courte, est absurde, alors une infinité de la même vie serait encore plus absurde. Parce que comme ce serait la même vie, mais beaucoup plus longue, ben, elle contiendrait encore plus d'éléments qui font que la vie est absurde. Donc on ne comprend pas bien comment l'éternité peut rendre la vie moins absurde. Et comme l'éternité ne rendrait pas la vie moins absurde, ça n'est pas la petitesse de la vie qui la rend plus absurde. La deuxième raison, c'est que le lien, de toute façon, n'est pas bien clair. C'est-à-dire, voilà, si nos vies sont absurdes étant donné la taille actuelle, pourquoi le seraient-elles moins si nous remplissions l'univers? Soit parce que nous serions plus grands, soit parce que notre univers serait plus petit. La réflexion sur la petitesse et la brièveté de notre existence semble étroitement liée au sentiment que la vie n'a pas de sens, mais la nature de ce lien n'est pas claire. Effectivement, si c'était le fait que nous sommes tout petits par rapport aux dimensions de l'univers qui rend notre vie absurde, est-ce que si l'univers avait une taille finie et qu'on le réduisait, qu'il était 10 fois plus petit que maintenant, est-ce que notre vie aurait 10 fois plus de sens? Est-ce que notre vie serait 10 fois moins absurde? Pas bien clair, hein. Je veux dire, la taille de l'univers, finalement, si je fais fluctuer la taille de l'univers, ça n'a pas l'air de rendre ma vie plus ou moins absurde. Même si je trouvais que l'univers, en fait, était tout petit et avait juste la taille du système solaire, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose à ma vie? Est-ce qu'elle serait moins absurde? Le troisième argument, c'est la régression ad mortem, et c'est en fait l'argument qu'on retrouvait dans Camus, et dont on a discuté la dernière fois. C'est la chose suivante, c'est le suivant. Il y a un autre jugement inadéquat. Parce que nous allons mourir, toutes les chaînes de justification doivent s'envoler dans les airs. L'on étudie et travaille pour gagner de l'argent afin de s'habiller, de se loger pour ses loisirs, sa nourriture, pour subvenir à ses besoins, d'année en année, peut-être pour faire vivre une famille et poursuivre une carrière, mais dans quel but final? Tout ceci est un voyage compliqué qui ne mène nulle part. On aura bien aussi quelques effets sur la vie d'autres gens, mais cela ne fait que reproduire le problème, car eux aussi mourront. Donc vous vous rappelez, hein, c'était l'argument qu'on trouvait chez Camus, c'est cette idée qui était déjà chez Aristote, selon laquelle, pour être rationnelle, une action doit être faite dans un but. Toute action est faite en vue d'un but, sinon c'est une action irrationnelle. Chez Aristote, ça veut dire qu'il fallait trouver un but final, sinon la vie n'était pas rationnelle. Et ce but final, c'est ce que Aristote appelait le bonheur. Chez Camus reprenait la même structure, c'est-à-dire chaque chose qu'on fait doit être faite pour une autre chose, doit être faite pour une autre chose. Il faut bien qu'il y ait un but final pour rendre ça rationnel, mais chez Camus, le but final, c'était la mort. On meurt à la fin. Donc finalement, comme la mort n'a pas l'air de justifier grand-chose, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait n'est fait en vue de rien, n'est fait qu'en vue du rien qui est la mort, et ça n'a pas de but. Et donc, toutes nos actions sont irrationnelles. Elles ne tendent pas vers un but qui vaille la peine. Ce que dit Camus, c'est, l'argument en fait est assez mauvais, parce que contre Aristote et contre Camus, en fait, il ne faut pas considérer que toutes nos actions dans la vie tendent vers un seul et même but qui viendrait les justifier. En fait, on a plein de chaînes de raisons différentes dans la vie de tous les jours qui atteignent leur but. C'est pas comme si toutes les chaînes convergeaient vers un seul but. Par exemple, si là d'un coup j'ai très envie de chocolat et je me dis que ça me ferait plaisir de manger du gâteau au chocolat, j'enchaîne une série d'actions, donc je me fais un gâteau au chocolat. Le but final de mes actions, c'est de manger du chocolat pour ressentir le plaisir de manger du chocolat. Et puis voilà. La chaîne, elle s'arrête là. Pourquoi est-ce que j'ai fait du gâteau pour manger du chocolat? Pourquoi est-ce que j'ai mangé du chocolat pour ressentir le plaisir que j'ai en mangeant du chocolat? Et ça s'arrête ici. Il n'y a pas besoin que la chaîne, elle s'arrête là. Donc toutes mes actions étaient rationnelles. Il ne faut pas voir la vie comme tendant vers un seul but. Notre vie, elle est pleine de buts finaux qui sont réalisés. Par exemple, si je lis un livre pour le plaisir, voilà, j'ai lu ce livre, j'ai eu du plaisir et j'ai pas besoin de penser que j'ai fait ça pour encore autre chose. Donc voilà ce que dit Nigel. La vie ne consiste pas en une séquence d'activités dont chacune a pour but un membre postérieur de la séquence. Tout au long de la vie, des chaînes de justification parviennent régulièrement à leur terme, et que l'on puisse justifier le processus dans son ensemble n'a aucune incidence sur la finalité de ces termes. On n'a pas besoin non plus de justification pour rendre raisonnable le fait de prendre l'aspirine quand on a mal à la tête, d'assister à une exposition d'un peintre que l'on admire, ou d'arrêter un enfant qui va mettre la main sur un réchaud brûlant. On n'a pas besoin d'un contexte plus large ni d'un but supplémentaire pour empêcher ces actes d'être inutiles. Donc en fait, ce que dit Nigel, c'est vrai, les actions sont absurdes si elles ne tendent pas vers un but final. Mais il n'y a pas un seul but final dans la vie. Il y a plein de buts finaux qu'on remplit tous les jours. C'est-à-dire, si j'aide quelqu'un, donc là c'est l'exemple de l'enfant qui va mettre la main sur un réchaud brûlant, si j'aide cette personne pour pas qu'elle se brûle, je le fais dans le but qu'elle ne se brûle pas dans un but ultérieur. Si j'ai mal et que je prends de l'aspirine pour ne plus avoir mal, il n'y a pas d'autre but. Mon but c'est de ne pas avoir mal, et ce but-là, il n'a pas besoin d'être justifié par un autre but. Et si je vais au musée parce que ça me procure du plaisir de voir des tableaux et d'aller au musée, j'ai pas besoin de justifier le fait d'aller au musée par autre chose, parce que le but final c'était d'aller au musée. Donc en fait, l'argument selon lequel la vie est absurde parce qu'il faut toujours une raison, et à la fin il y a la mort,
elle se plante complètement en disant que voilà, la vie n'est qu'une seule chaîne, de raisons. La vie, en fait, c'est plein de chaînes de raisons différentes, certaines aboutissent, d'autres pas. La deuxième réponse est qu'il est absurde de vouloir que les chaînes de raisons pratiques se poursuivent à l'infini. Voilà. Nigel imagine quelqu'un qui dirait oui, mais non, ça ne me suffit pas. Même si on me dit voilà, tu veux manger, quand je te dis pourquoi tu fais un gâteau au chocolat pour le manger, pourquoi tu veux le manger pour du plaisir, et puis poum, ça s'arrête là. Il dit non, il faut quand même justifier pourquoi est-ce que tu voudrais avoir du plaisir. Ou par exemple, si je dis voilà, je prends un Doliprane pour plus avoir mal à la tête, pourquoi est-ce que tu veux plus avoir mal à la tête? Il faudrait toujours justifier. Mais ce que dit Camus, c'est la chose suivante. Ce que dit Nigel, c'est la chose suivante. Si quelqu'un désirait fournir une plus ample justification à la poursuite de toutes ces choses de la vie que l'on considère ordinairement comme se justifiant d'elles-mêmes, cette justification devrait elle aussi s'arrêter quelque part. Si rien ne peut justifier à moins d'être justifié dans les termes de quelque chose qui lui soit extérieur et qui soit également justifié, alors il en reste juste une régression infinie et aucune chaîne de justification ne peut être complète. Ce que dit Nigel, c'est que l'exigence que poserait la personne qui ferait cette objection est stupide, parce que si tout doit être forcément justifié par autre chose, alors rien ne peut être jamais totalement justifié. La chaîne doit se poursuivre à l'infini. Donc, de toute façon, c'est pas une question que la fin soit la mort ou pas. Même si on ne mourrait pas, même si on n'était pas tout petit dans le monde, même si on était éternel, la chaîne serait complètement infinie. Il n'y aurait jamais de justification. Et c'est complètement absurde de demander à ce que les justifications se poursuivent à l'infini. Les justifications doivent parvenir quelque part à leur terme, on ne gagne rien à nier qu'elles se terminent là où elles ont l'air de le faire, à l'intérieur de la vie, ou à essayer de subsumer les justifications ordinaires multiples, souvent triviales, de l'action sous un unique schème de vie régulateur. Voilà, il faut accepter que quand on donne certaines raisons, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour le plaisir, et la chaîne s'arrête là, et c'est une fin parfaitement satisfaisante. Il n'y a pas de régression à l'infini, et il n'y a pas besoin de penser que les actions humaines ne visent que la mort ou ne se terminent jamais. Donc les arguments sont mauvais. Les arguments ne sont pas concluants. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est chercher ce qu'ils expriment. Voilà ce que dit Nigel. Les arguments canoniques en faveur de l'absurdité paraissent donc échouer en tant qu'arguments. Pourtant, je crois qu'il tente d'exprimer quelque chose qu'il est difficile d'énoncer, mais qui fondamentalement est correct. Et pour analyser ce que ces arguments expriment, ce qu'ils cherchent à exprimer, il va falloir définir l'absurde. Donc voilà, qu'est-ce que l'absurde? Dans la vie ordinaire, une situation est absurde quand elle comporte une discordance remarquable entre la prétention ou l'aspiration et la réalité. Quelqu'un fait un discours compliqué pour soutenir une motion qui est déjà passée, un criminel notoire est fait président d'une des principales fondations philanthropiques, vous déclarez votre amour par téléphone à un répondeur automatique, au moment où on vous anoblit, votre pantalon tombe. Donc comme chez Camus, en fait, chez Nigel, l'absurde, c'est ce qui naît d'un décalage entre les aspirations humaines et la réalité. Donc chez Camus, c'était un peu plus précis, parce que l'aspiration humaine fondamentale, c'était celle de trouver une explication rationnelle à tout, et la réalité, c'était le monde qui était, qui résistait à cette demande de rationalité. Mais il y a toujours cette idée selon laquelle l'absurde, c'est ce qui naît d'une relation entre l'homme et le monde, et le fait que le monde ne se plie pas à ce que souhaite ou voudrait l'homme. S'il y a un sens philosophique de l'absurdité, cependant, il doit provenir de la perception de quelque chose d'universel, un aspect sous lequel la prétention et la réalité s'entrechoquent inévitablement pour nous tous. Cette condition se produit, et c'est ce que je soutiendrai, par la collision entre le sérieux avec lequel nous prenons notre vie et la possibilité perpétuelle de considérer tout ce que nous prenons au sérieux comme arbitraire ou ouvert au doute. Donc voilà. Quel est le décalage qui, chez Nigel, provoque l'expérience de l'absurde qui est universelle? C'est le décalage entre le sérieux et le doute. Alors qu'est-ce que c'est le sérieux? C'est le fait que quand on vit, dans la vie de tous les jours, la vie normale, on prend beaucoup de choses au sérieux. Il y a beaucoup de choses auxquelles on donne une valeur très forte, pour laquelle on va travailler, pour laquelle on va se battre, pour laquelle on va faire des efforts. Vous-même, quand vous pensez que c'est très important de réviser, que vous stressez pour réviser, pour avoir vos examens, c'est parce que vous pensez qu'il est important d'avoir votre année, parce que peut-être que ça vous permettra d'avoir un autre but qui vous paraît très important. Alors, ça peut être la vocation d'enseigner la philosophie, ou ça peut être juste trouver un job et gagner sa vie et fonder une famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de buts qui vous motivent, certains buts qui vous donnent une raison de vivre, certains buts vers lesquels vous tendez, et donc vous prenez ces buts au sérieux. On ne peut pas vivre une vie humaine sans énergie et sans attention, ni sans faire des choix qui montrent que nous prenons certaines choses plus au sérieux que d'autres. Mais pourtant, nous disposons toujours d'un point de vue en dehors de la forme particulière de notre vie, à partir duquel le sérieux semble gratuit.
Ces deux points de vue auxquels on n'échappe pas s'affrontent en nous, et c'est ce qui rend la vie absurde. Elle est absurde parce que nous mettons de côté les doutes dont nous savons qu'on ne peut les dissiper, en continuant à vivre malgré eux avec un certain sérieux amoindri. Donc ce que dit Nigel, c'est que le sérieux, c'est ce que nous vivons du point de vue de la vie de tous les jours, quand nous sommes engagés dans nos projets. Mais l'homme, l'être humain, est capable de se distancer, de mettre à distance sa vie, tout en continuant à la vivre. Il ne peut jamais arrêter de vivre sa vie, mais il est capable de prendre un point de vue extérieur sur les buts qui sont ceux de sa vie, et de constater que ce qu'il prend au sérieux ne l'est peut-être pas. Et c'est de ce point de vue, et c'est sa collision entre ces deux points de vue qui va amener la naissance de l'absurde. Donc voilà ce que dit aussi Nigel. La vie humaine est pleine d'efforts, de projets, de calculs, de succès et d'échecs. Nous sommes engagés dans la vie à des degrés variables de paresse. Il en irait autrement si nous ne pouvions pas faire un pas en arrière et réfléchir sur le processus, mais étions conduits d'impulsion en impulsion sans la moindre conscience de nous-mêmes. Mais les êtres humains n'agissent pas uniquement par impulsion. Ils sont prudents, ils réfléchissent, ils pèsent les conséquences, ils se demandent si ce qu'ils font en vaut la peine. Non seulement leur vie est pleine de choix particuliers qui se tiennent dans le cadre d'activités plus vastes avec une structure temporelle, ils décident aussi dans les termes les plus larges quoi rechercher et quoi éviter, ce que devraient être les priorités parmi leurs différents desseins et quelle sorte de gens ils veulent être ou devenir. Ce que dit Nigel ici, c'est que, bon, contrairement, supposément, je suppose qu'on Nigel a des formes de vie animale, par exemple, où les animaux font des choix mais ils les font sur le moment, voilà, ils ont ces impulsions-là, l'homme a plusieurs buts qu'il poursuit, mais il est capable de faire un retour sur ses buts en se demandant, voilà, j'ai ces buts-là, lesquels sont les plus importants, lesquels doivent être choisis. Il peut réfléchir sur l'importance respective de ses buts et sur l'importance des buts eux-mêmes. Et c'est en poussant ce décalage au maximum qu'on arrive à un point de vue, qui est le point de vue totalement extérieur, dans lequel il peut se demander tout simplement si tous ces buts en fait n'auraient pas de valeur. Donc voilà ce que dit Nigel. Voilà. Les hommes ont cette capacité spécifique de faire marche arrière et de s'examiner eux et la vie dans laquelle ils sont engagés avec cet étonnement et ce détachement que l'on a à observer une fourmi s'efforcer de grimper sur un tas de sable. Sans développer l'illusion qu'ils sont capables de s'échapper de leur position éminemment spécifique et idiosyncrasique, ils peuvent l'engager sub specie aeternitatis, c'est-à-dire sous l'aspect de l'éternité, du point de vue de l'univers en entier, et la vue est aussitôt dégrisante et comique. Voilà. L'homme a la capacité de regarder sa propre vie d'un point de vue qui n'est pas celui de l'homme individuel engagé dans ses projets, mais aussi celui de, si je prends le point de vue de l'univers, de l'éternité en entier, qu'est-ce qui a l'air important dans les fins que je poursuis? Le pas en arrière crucial, on ne le fait pas en réclamant encore d'autres justifications dans la chaîne et en ne parvenant pas à l'obtenir. Donc c'est pas la question de se dire, voilà, je fais ça, mais pourquoi je le fais, c'est pas l'argument de Camus. On accepte l'idée que les chaînes se terminent quelque part, par exemple je fais ça pour telle raison, mais ces raisons finales, ces buts qu'on poursuit, est-ce qu'ils sont vraiment importants? Est-ce qu'on a raison de les considérer comme importants et de les poursuivre? Les objections à cette ligne d'attaque ont déjà été énoncées, les justifications ont un terme, mais c'est précisément ce qui procure au doute universel son objet. Nous faisons marche arrière pour découvrir tout le système de justification de critique qui contrôle nos choix et soutient nos exigences de rationalité, repose sur des réponses et des habitudes que nous ne remettons jamais en question, que nous ne saurions pas comment défendre en circularité et auxquelles nous continuons à adhérer même après qu'elles aient été mises en question. Ce que dit Nigel, c'est que voilà, toutes nos actions, elles dépendent de buts finaux. Pas un seul, mais il y a plein de buts que nous poursuivons, qui expliquent nos actions. Ce sont les buts que nous poursuivons sérieusement, auxquels nous donnons une valeur. Et en prenant un point de vue extérieur, nous pouvons nous demander, mais est-ce que vraiment ces buts ont une valeur? Et nous nous rendons compte que du fait qu'on ne peut jamais justifier ultimement nos valeurs, nos buts. Ils sont là. Et on constate que on considère qu'ils sont comme ça parce que c'est notre personnalité, parce que c'est ce qu'on a pris l'habitude de poursuivre, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé. Et on ne peut pas les justifier ultimement. De ce point de vue, donc, les buts, c'est-à-dire les points finaux de nos chaînes de raison pratique, nous semblent complètement arbitraires. Les choses que nous voulons ou faisons sans raison et sans réclamer de raison, les choses qui définissent ce qui est une raison pour nous et ce qui ne l'est pas, sont les points de départ de notre scepticisme. Nous nous voyons du dehors, et toute la contingence et la spécificité de nos buts et de nos recherches s'éclairent. Pourtant, quand nous adoptons ce point de vue et reconnaissons comme arbitraire ce que nous faisons, cela ne nous désengage pas de la vie, et c'est là que réside notre absurdité. Non pas dans le fait que l'on puisse prendre sur nous un point de vue extérieur, mais dans le fait que nous-mêmes puissions le prendre sans cesser d'être les personnes dont les préoccupations ultimes sont considérées aussi froidement. C'est-à-dire que
l'absurde idée de cette chose, de ce décalage entre le fait que nous sommes toujours engagés dans le point de vue de la vie de tous les jours, dans lequel les choses ont de l'importance, mais en même temps, nous pouvons adopter le point de vue de l'univers dans lequel ces choses-là semblent arbitraires. Pourquoi aimer ça plutôt qu'autre chose? Pourquoi avoir ce but plutôt qu'autre chose? Il n'y a pas de raison. Donc nous sommes tiraillés entre le fait de vraiment se soucier de ces choses-là, de vraiment donner une valeur à ces buts, et la constatation qu'on ne peut pas justifier ultimement les buts que nous avons. Alors on peut essayer d'échapper à cette contingence en se dédiant à des choses qui nous dépassent. Ce que dit Nigel, c'est de temps en temps, quand on a ce sentiment d'absurde et qu'en fait ce qu'on fait est que nos buts sont complètement arbitraires, qu'ils n'ont pas une importance claire, une façon d'échapper à cette contingence, c'est se dédier à une cause. Donc là, par exemple, il dit, voilà, ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie ont ordinairement en vue un rôle ou une fonction dans quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes. Ils cherchent par conséquent l'accomplissement au service de la société, de l'État, de la révolution, du progrès de l'histoire, de l'avancement de la science, ou de la religion et de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, voilà, peut-être qu'une façon d'échapper au sentiment de la contingence, c'est de se dire, si je me dédie à des causes qui sont grosses, qui sont énormes, qui sont très très importantes, peut-être que là, je pourrais échapper à ce décalage. Et ce que Nigel dit, c'est, mais en fait, c'est impossible. Soit nous pouvons ramener ces causes à des choses qui nous intéressent, et alors elles deviennent à nouveau dérisoires, parce que ce qui justifie ces causes, c'est nos valeurs propres. La valeur des causes qu'on embrasse ne dépend que de nos valeurs propres, et comme on n'a pas de justification, on retombe dans le même problème. Soit ces causes, on n'arrive pas à les justifier à partir de nos valeurs propres, et alors elles restent incompréhensibles et ne nous satisfont pas. Alors pour éclairer ce point, Nigel prend un exemple qui est assez intéressant. Il dit, voilà, il y a des gens qui pensent que si on réalisait que notre vie avait un rôle à jouer dans une entreprise plus vaste, peut-être qu'on aurait l'impression qu'il n'y a pas d'absurde, que notre vie a vraiment une signification. Donc vous vous rappelez, c'est ce que on avait discuté sous le nom de sens de la vie à la séance précédente, hein, c'est l'idée que la vie humaine, ma vie, elle est là pour servir à un but bien précis. Il y a une sorte de plan cosmique, et moi je dois jouer un rôle dans ce plan cosmique, et donc du coup peut-être que dans ce cas-là, ma vie n'est pas absurde parce que je peux justifier mes buts, ce que je fais à partir de ce plan cosmique. Donc voilà ce que dit Nigel. Mais un rôle dans une entreprise plus vaste ne peut pas conférer de signification à moins que l'entreprise n'ait elle-même une signification. Et sa signification doit se ramener à ce que nous pouvons comprendre ou elle ne paraîtra même pas nous donner ce que nous recherchons. Si nous apprenons qu'on nous a élevés pour procurer de la nourriture à d'autres créatures friandes de chair humaine, qui projettent de nous transformer en côtelettes avant que nous soyons devenus trop filandreux, même si nous apprenions que la race humaine a été développée par des éleveurs d'animaux dans ce but précis, cela ne donnerait toujours pas un sens à notre vie pour deux raisons. Donc là, on a bien l'intuition que si quelqu'un nous disait « Oui, en fait, vous avez été créé pour une raison, et cette raison, c'est de servir de nourriture à des extra-cosmiques, aux grands anciens de Lovecraft, ou quelque chose comme ça, vous dire « Oui, du coup, ma vie, effectivement, elle a un but au sens où elle existe pour une raison, mais c'est pas vraiment ça que je cherchais quand je cherchais un but à ma vie. » Alors pourquoi c'est pas satisfaisant? Nigel donne deux raisons. La première, c'est que nous serons toujours dans le noir quant à la signification de la vie de ces autres êtres. Déjà, dans ce cas-là, ça veut dire que ma vie n'a de sens que parce qu'elle amène du plaisir à ces êtres supérieurs qui nous ont créés. Mais bon, en quoi la vie de ces êtres supérieurs serait-elle importante? La seconde, c'est que même si nous pouvions reconnaître que ce rôle culinaire rendrait pour eux notre vie pleine de sens, on voit bien comment cela la rendrait pleine de sens pour nous. C'est-à-dire que clairement, notre vie aurait un sens pour ces êtres qui veulent nous consommer, mais nous, ça ne nous donne pas de sens. Donc le fait de participer à un plan cosmique, d'avoir un sens à notre vie en ce sens-là, en fait, bah c'est pas terrible. Et du coup, c'est une critique en fait de ceux qui veulent rechercher un sens à la vie, par exemple dans le fait de servir Dieu, d'avoir été mis sur terre par Dieu. Parce que ce que dit Nigel, c'est voilà. Dieu, c'est pareil. Imaginez, on découvre qu'on a été créé parce que Dieu avait envie de s'amuser du spectacle des hommes en train de s'entretuer et de faire des conneries. Voilà, on est une sorte de vidéo game, de vidéo gag géant pour Dieu. Ça serait pas très satisfaisant. On n'aurait pas l'impression que le mystère qui a été donné révélé sur nos origines donne vraiment un sens à notre vie. Ce que dit Nigel, c'est voilà. Souvent, quand les gens pensent que l'existence de Dieu donne un sens à leur vie, c'est surtout parce qu'ils pensent que le plan de Dieu vise des fins qu'ils partagent déjà. Que par exemple, savoir que je participe au plan divin peut donner un sens à ma vie si je sais que le plan divin sert l'amour, la justice, la paix, l'humanité, quelque chose comme ça. Mais en fait, du coup,
le plan divin ne donne de sens à ma vie que parce que je donne déjà du sens à la justice, à la paix, etc. Donc finalement, Dieu par lui-même ne donne aucune valeur. Ce qui compte, encore une fois, c'est les valeurs que moi je poursuis. Le plan divin n'a de valeur que parce que je donne déjà de la valeur à quelque chose d'autre. Voilà ce que dit, par exemple, ce qu'écrit Nigel. De l'aveu général, la forme habituelle que revêt le service rendu à un être supérieur est bien différente. On est supposé, par exemple, contempler et prendre part à la gloire de Dieu d'une manière dont les poulets ne partagent pas la gloire du coq au vin. La même chose est vraie du service rendu à un État, un mouvement, une révolution. Les gens peuvent en arriver à sentir quand ils font partie de quelque chose de plus grand que cela fait également partie d'eux. Ils s'inquiètent moins de ce qui leur est particulier, mais s'identifient assez à l'entreprise plus vaste pour se trouver satisfaits du rôle qu'ils y jouent. Néanmoins, tout dessein plus vaste de ce type peut être mis en doute de la même manière que peuvent l'être les fins d'une vie individuelle et pour les mêmes raisons. Il est aussi légitime d'y trouver une justification ultime que de la trouver plutôt parmi les détails de la vie individuelle. Mais ceci n'altère pas le fait que les justifications parviennent à leur terme quand nous sommes contents d'y mettre un terme, quand nous ne jugeons pas nécessaire d'y regarder plus avant. Si nous pouvons faire marche arrière à partir des buts de la vie individuelle et douter de leur pertinence, nous pouvons aussi faire marche arrière à partir des progrès de l'histoire humaine ou de la science, ou du succès d'une société ou du royaume de la puissance et de la gloire de Dieu, et mettre toutes ces choses en question de la même manière. Donc ce que dit Nigel, c'est même si on se dévoue à une cause plus grande, la valeur de cette cause, elle dépend uniquement des fins de cette cause. Donc, par exemple, le plan divin n'a de valeur que parce qu'il vise certaines fins. Le progrès de la science n'a de valeur que si la science est quelque chose de bon. Et on peut toujours remettre du point de vue extérieur en cause, en doute, l'existant, la valeur en fait de ces fins. Et donc le doute est inéluctable. Ce qui rend le doute inéluctable au regard des desseins limités de la vie humaine le rend aussi inéluctable au regard de n'importe quel but plus vaste qui encourage le sentiment que la vie est pleine de sens. Une fois le doute fondamental commencé, on ne peut pas l'apaiser. Camus soutient dans le monde de Sisyphe que l'absurde survient parce que le monde manque à combler nos exigences de sens. Cela suggère que le monde pourrait satisfaire ses exigences s'il était différent, s'il était rationnel par exemple. Mais à présent nous pouvons voir que ce n'est pas le cas. Il ne semble pas qu'il y ait un seul monde concevable nous contenant au sujet duquel des doutes insolubles ne pourraient pas se produire. En conséquence, l'absurdité de notre situation dérive non pas d'un affrontement entre nos attentes et le monde, mais d'un affrontement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, là où Nigel se sépare de Camus, c'est que chez Camus, l'absurde naissait du fait qu'il y avait des attentes de rationalité chez l'homme et que le monde n'y répondait pas, mais on aurait pu imaginer un monde qui réponde à ces attentes de rationalité, qui soit compréhensible. Alors là, l'absurde n'aurait pas surgi. Tandis que chez Nigel, l'absurde surgit dans n'importe quel monde possible. Parce que l'absurde, c'est pas la confrontation de l'homme au monde, c'est la confrontation de deux points de vue. Le point de vue quotidien du sérieux, dans lequel les valeurs nous croyons dans les valeurs que nous poursuivons, dans les buts que nous poursuivons, et le point de vue extérieur dans lequel on remet en doute, on se dit, mais en fait, rien ne justifie que je donne une valeur à ces choses-là plutôt qu'à autre chose. Le scepticisme commence lorsque nous incluons dans le monde, à propos duquel nous revendiquons un savoir. Lorsque nous remarquons que certains types de preuves emportent notre conviction, que nous nous contentons de laisser des justifications de notre croyance parvenir à un terme à certains points, que nous sentons que nous connaissons beaucoup de choses même sans savoir ni avoir de raison de croire à la négation d'autres choses qui, si elles étaient vraies, rendraient ce que nous prétendons savoir faux. Par exemple, je sais que je suis en train de regarder un morceau de papier, bien que je n'ai pas de raison adéquate pour prétendre savoir que je ne suis pas en train de rêver. Et si je suis en train de rêver, alors je ne suis pas en train de regarder un morceau de papier. On utilise ici une conception ordinaire de la façon dont l'apparence peut s'écarter de la réalité, pour montrer que nous tenons notre monde largement pour acquis. On ne peut pas sans circularité justifier la certitude que nous ne sommes pas en train de rêver, en termes des apparences mêmes qui sont mises en doute. Il est relativement artificiel de suggérer que je puisse être en train de rêver, mais cette possibilité n'est employée qu'à titre d'illustration. Elle relève que nos prétentions au savoir dépendent de ce que nous ne sentons pas la nécessité d'exclure certaines situations incompatibles, la possibilité du rêve ou la possibilité d'une hallucination. Voilà, donc c'est la même chose pour l'absurde, c'est l'idée selon laquelle on doit prendre conscience qu'il y a des points de départ, comme l'existence du monde extérieur. Là, il y a des valeurs de départ, des buts de départ qu'on ne peut pas justifier. Une fois que nous avons effectué le pas en arrière jusqu'à une vue abstraite de tout notre système de croyances, de preuves et de justifications, et que nous nous sommes aperçus qu'il ne marche, en dépit de ces prétentions, qu'en tenons le monde largement pour acquis, nous ne sommes pas en position de confronter toutes ces apparences avec une autre réalité. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos réponses ordinaires, et le pourrions-nous, cela nous laisserait aucun moyen de concevoir une réalité de quelque espèce que ce soit. C'est la même chose dans le domaine pratique. Nous ne sortons pas de notre vie pour nous avancer jusqu'à une position privilégiée à partir de laquelle nous puissions voir ce qui est réellement et objectivement signifiant. Nous continuons à tenir la vie largement pour acquise tout en voyant que toutes nos décisions et certitudes ne sont possibles que parce qu'il y a beaucoup de choses que nous nous efforçons pas d'écarter. Le scepticisme philosophique n'est pas ce qui cause l'abandon de nos croyances ordinaires, mais il leur confère une saveur particulière.
Une fois reconnu que leur vérité est incompatible avec des possibilités dont nous n'avons pas de raison de croire qu'elles ne prévalent pas, à l'exception des raisons portant précisément sur les croyances que nous avons remises en question, nous revenons à nos convictions familières avec une certaine ironie et une certaine résignation. Incapables d'abandonner les réponses naturelles dont elles dépendent, nous les reprenons comme une épouse qui s'est précipitée vers quelqu'un d'autre puis a décidé de revenir. Mais nous les considérons différemment, non que la nouvelle attitude soit nécessairement inférieure à l'ancienne, dans un cas comme dans l'autre. La même situation prévoit une fois que nous avons mis en question le sérieux avec lequel nous prenons notre vie et la vie humaine en général, et que nous nous sommes regardés sans préjugés. Nous revenons alors à notre vie, comme il se doit, mais notre sérieux est teinté d'ironie, non pas que l'ironie nous permette d'échapper à l'absurde. Il est inutile de marmonner « la vie n'a aucun sens, la vie n'a aucun sens » en accompagnement de tout ce que nous faisons. En continuant à vivre, à travailler et à lutter, nous nous prenons au sérieux dans l'action, quoi que nous disions. Ce qui nous soutient dans la croyance comme dans l'action, ce n'est pas la raison ou la justification, mais quelque chose de plus fondamental que celle-ci, car nous continuons de la même manière, même une fois convaincus que les raisons se sont épuisées. Si nous tentions de nous reposer entièrement sur la raison et que nous nous appuyions sur elle avec force, nos vies et nos croyances s'écrouleraient. Une forme de folie qui peut effectivement se produire si l'on a perdu d'une façon ou d'une autre la force d'inertie qui consiste à prendre pour acquis le monde et la vie. Si nous lâchons prise sur cela, ce n'est pas la raison qui nous ramènera. Donc voilà. L'absurde, c'est une condition qu'on ne peut pas échapper parce que la raison humaine ne peut pas fonder absolument toute la connaissance, pas plus qu'elle ne peut fonder une justification pour toutes nos valeurs. Il faut bien prendre conscience qu'il y a des choses que la raison ne permettra pas de justifier, qu'il y a des points de départ qui sont injustifiables, que ce soit dans le domaine théorique, donc c'est le cas du scepticisme, ou que ce soit dans le cas pratique, c'est celui de l'absurde. Et l'absurde, c'est la prise de conscience de ceci. C'est la prise de conscience qu'une partie de nos choix, une partie de nos croyances, en fait, même toutes nos croyances, reposent sur des bases qui ne peuvent pas être rationnelles. Voilà. Conclure. Comment réagir face à l'absurde? Faut-il se suicider? Une question que Nigel reprend à Camus. Et la réponse sera non, mais pas forcément pour les mêmes raisons que Camus. Donc voilà ce que dit Nigel, l'échappatoire final à l'absurde est le suicide. Mais avant d'adopter n'importe quelle solution hâtive, il serait sage de veiller à examiner si l'absurdité de notre existence nous met vraiment en présence d'un problème auquel il fallait y trouver une solution. Une façon d'affronter ce qui apparaît de prime abord comme un désastre. C'est certainement la manière dont Camus aborde le problème, et elle est corroborée par le fait que nous sommes tous soucieux d'échapper, à une moindre échelle, à des situations absurdes. Camus rejette, mais pas sur des bases uniformément sûres, le suicide, et les autres solutions qu'il considère comme des échappatoires. Ce qu'il recommande, c'est le défi ou le mépris. Nous pouvons sauver notre dignité, semble-t-il croire, en serrant le poing à la face du monde qui est sourd à nos plaidoyers et en continuant à vivre en dépit de lui. Cela n'enlèvera pas nos vies de leur absurdité, mais cela leur conférera une certaine noblesse. Ceci me paraît être du romantisme et procéder un peu de l'apitoiement sur soi. Notre absurdité ne nous garantit ni autant de détresse, ni autant de défis. Donc voilà. Nigel n'est pas très convaincu par la solution de Camus, parce que déjà, pourquoi donner de la valeur au défi, enfin, au courage d'affronter l'absurde? Est-ce qu'on ne suppose pas déjà une sorte d'éthique un peu romantique, une éthique du héros? Et en fait, est-ce qu'on ne peut pas remettre du coup en cause cette éthique en prenant le point de vue extérieur qui est celui qui provoque l'absurde? Est-ce que du coup on n'est pas en train de supposer pour sortir de l'absurde des valeurs que l'absurde nous amène à mettre en doute? Donc voilà ce que propose Nigel. Au risque de tomber dans le romantisme par une voie différente, je soutiendrai que l'absurdité est l'une des choses les plus humaines en ce qui nous concerne. Une manifestation de ce qui est chez nous le plus avancé, le plus intéressant. Comme le scepticisme épistémologique, elle n'est possible que parce que nous possédons un certain type de perspicacité, l'aptitude à nous transcender dans la pensée. Donc voilà. Déjà l'absurde, est-ce que vraiment on peut s'en plaindre étant donné que c'est un résultat nécessaire de notre capacité à penser? Est-ce que vraiment, s'il fallait pour supprimer le sentiment de l'absurde, il faudrait renoncer à être un être qui est capable de penser, de transcender notre vie actuelle? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Enfin, si le sentiment de l'absurde est une façon de percevoir notre situation véritable, même si la situation n'est pas absurde tant que nous ne la percevons pas, alors quelle raison avons-nous de nous en offenser ou d'y échapper? Comme l'aptitude au scepticisme épistémologique, elle résulte de la capacité à comprendre nos limitations humaines. Cela n'a pas à être un sujet d'angoisse, à moins que nous ne le rendions tel. Pas plus que cela n'a évoqué un mépris provocateur du destin qui nous permet de nous sentir braves ou fiers. Une telle dramatisation même, menée en privé, trahit un échec à apprécier l'insignifiance cosmique de la situation. Si sub specie aeternitatis, il n'y a pas de raison de croire que quelque chose compte, alors cela ne compte pas non plus, et nous pouvons aborder notre absurde vie avec ironie plutôt qu'avec héroïsme ou désespoir. Ce que dit Nigel, c'est, en fait, si on prend le point de vue extérieur, on voit que ce point de vue duquel on peut mettre en doute toutes les valeurs, on peut mettre en doute la valeur négative de l'absurde. C'est-à-dire que
La personne qui va se plaindre de l'absurde et dire que c'est une condition très difficile qu'il faut affronter, elle est en train de dire, voilà, l'absurde c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui a une valeur négative, c'est quelque chose de terrible. Mais en fait, du point de vue qui, selon Nigel, cause l'absurde, on voit bien que on peut remettre en cause la valeur négative de l'absurde. Hein. Donc, si on conclut de l'absurde que rien ne compte, alors le fait que rien ne compte pas lui-même. Donc il n'y a pas besoin de pleurer. Tout ce qu'il faut, c'est aborder tout avec ironie et une certaine forme de détachement. C'est-à-dire que même quand on retourne dans la vie de tous les jours, il faut prendre toutes les choses qu'on prend avec sérieux, y compris notre crainte de l'absurde, notre aversion de l'absurde, avec une sorte d'ironie qui découle de notre capacité à prendre deux points de vue. Et donc la conclusion de l'absurde, c'est plutôt une vie ironique, une vie dans laquelle on vit notre vie, mais on est capable de prendre une sorte de hauteur et une sorte de détachement par rapport à nos valeurs en voyant qu'elles ne sont jamais fondées absolument, plutôt que de se considérer qu'il faille vivre avec héroïsme comme Camus. Donc voilà, ça c'est la fin de la séance sur l'absurde. Elle était un peu plus longue que prévu, donc on abordera l'amour à la séance d'après. Juste un dernier mot, pour ceux qui étaient à la séance sur la phénoménologie ou qui ont regardé après, donc l'intervenant qui a donné cette séance a beaucoup aimé intervenir, et donc il propose, si vous en avez envie, je mettrai un petit sondage en ligne, de donner une autre séance sur un autre thème. Les thèmes qu'il propose pour l'instant, c'est d'un côté l'idéalisme allemand que j'ai bravement sauté entre Kant et Schopenhauer, ou de l'autre côté le structuralisme pour ceux qui ont vraiment des goûts très étranges. Donc je mettrai un sondage pour voir lesquels d'entre vous sont intéressés, si vous avez encore envie de vous faire une séance additionnelle. Ça pourrait être sympa pour ceux qui sont curieux. Voilà, et puis à la semaine prochaine.